Polytechnique Montréal a obtenu un don de 50 millions de dollars, son plus important à ce jour, pour la création d'un institut qui va se consacrer à la recherche et au développement d'innovations de rupture. Et la personne derrière ce don est avec nous ce soir. Pierre Lassonde, investisseur mécène, président émérite du Conseil de Franco-Nevada, président du Conseil d'administration de Polytechnique Montréal. Bonsoir, M. Lassonde. Bonsoir. Alors, vous êtes reconnu, bien sûr, pour toutes vos activités philanthropiques. Ce n'est pas votre premier don à Polytechnique Montréal, mais c'est de loin le plus gros don que vous faites à Polytechnique Montréal. En fait, c'est le plus gros don que j'ai jamais fait de ma vie. Pourquoi? Bien, écoutez, parce que Polytechnique a les professeurs, a les chercheurs d'échelle mondiale. Et j'ai vu, en marchant dans les couloirs, en leur parlant dans les 5 dernières années comme président du Conseil, j'ai été capable de voir ce qu'ils font. Je me suis aperçu que le plus grand manque, c'était de la part d'être capable d'attirer les meilleures têtes de par l'international à venir travailler sur leur doctorat ou leur postdoc à Polytechnique. Et ce sont les moyens financiers qui manquaient plus que d'autres choses, parce que de prendre quelqu'un qui vient, je ne sais pas, même de la France, et puis de l'attirer ici avec 2 enfants, il ne peut pas faire ça sur 25-30 000 par année. Il a besoin d'être capable d'être soutenu pour justement être capable de faire sa recherche et puis de contribuer. Alors, l'importance du don, c'était d'être capable de le faire à la plus grande échelle possible. Et l'idée, évidemment, c'est pas seulement pour que ce don-là, dans sa totalité, va aller, si vous voulez, à aider les étudiants. Dans sa totalité. Il n'y a pas de briques, il n'y a pas de mortier là-dedans. Là. C'est pas pour construire un édifice non. ou un pavillon Pierre Lassonde. Non, ça va 100% au capital intellectuel, OK? Qui est la plus grande richesse que nous ne pouvons pas avoir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et de là, il y a aussi une partie du don qui va à la commercialisation des propriétés intellectuelles qui vont être développées à Polytechnique. Et il faut savoir que dans certains domaines, Polytechnique a des points de recherche absolument très pointus. Et on connaît, en fait, les meilleurs au monde. Mm-hmm. Alors, si vous devez faire ce type de don, est-ce que c'est parce qu'on n'investit pas collectivement suffisamment en éducation et en enseignement supérieur? On peut toujours dire ça, Gérald, mais la réalité, c'est que les gouvernements ont tellement de priorités qu'ils ne peuvent pas donner à tous et puis ils ne peuvent pas subventionner tout, quoi. Alors, c'est important que la philanthropie vienne, si vous voulez, supporter surtout au niveau de l'éducation supérieure, comme on le fait aux États-Unis. Mais si vous prenez les grandes institutions américaines, que ce soit Harvard, Yale, whatever, ce sont les alumni qui les supportent. Et c'est la même chose ici. J'espère que tout ça, ça va faire un effet d'entraînement, quoi. Oui, mais la question reste fondamentale. L'éducation et l'enseignement supérieur, c'est vraiment le fondement d'une société, l'avenir de l'économie. Est-ce que vous êtes d'avis que les gouvernements n'en font pas assez, puisque des mécènes doivent investir comme vous le faites? Mais c'est une bonne chose. Il faut que ça devienne comme ça. Et puis, je le répète encore, les gouvernements, ils sont sous pression. Il y a la santé, il y a les services publics, etc., etc. Alors, combien de fois pouvez-vous diviser le gâteau? D'accord? Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui doit mettre du glaçage dessus. Alors, c'est ce que j'appelle la philanthropie, quoi. Oui. Et vous sentez une responsabilité personnelle de le faire? Et de le faire encore plus? Écoutez, j'ai été tellement chanceux dans ma vie. J'ai été tellement fortuné. Un petit gars de Saint-Hyacinthe, vous savez, est-ce que je m'attendais à faire fortune que j'ai fait? Absolument pas. J'avais aucune idée quand j'avais 16 ans que j'étais pour arriver là. Et je me sens fortuné assez pour la partager. Et ça redonne la retombée que je crée, les nombres de personnes que je touche. Vous savez, je disais à quelqu'un, plutôt cet après-midi, à chaque année, je reçois entre 400 et 500 lettres d'étudiants qui me remercient pour les argents que je leur ai donnés. Et certains de ces lettres-là me font pleurer. Vous savez, des histoires incroyables. Alors, pour ça, moi, ça me fait de quoi? Si vous avez fait tant d'argent et que vous êtes multimilliardaire aujourd'hui, c'est grâce à l'or. Oui, tout à fait. Et ça continue, ma foi. Le prix de l'or est rendu à 3 000 $ M. Lassonde. Donc, votre fortune grandit, mais la fortune de ceux qui investissent dans l'or grandit. Comment vous expliquez qu'on soit rendu à 3 000 $ l'once?
d'or? Ben, en fait, c'est assez facile et tout ça, ça vient des États-Unis, quoi. Et puis ça, je l'ai dit avant même que M. Trump se fasse élire, les politiques, qu'il parlait à l'époque, s'ils sont implémentés, ça va occasionner l'or de flamber. Parce que les tarifs sont inflationnaires. De déporter 10 millions de personnes, ça va être inflationnaire, il n'y aura pas de main-d'œuvre. Ensuite, la disruption, le chaos qu'il crée aux États-Unis, mais il n'y a personne qui sait est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche. Alors, tout ça, et puis ensuite, le fait aussi que toutes les sanctions qu'ils imposent, bien, les gouvernements, que ce soit les gouvernements chinois ou le gouvernement de la Turquie ou quoi que ce soit, ils se disent, le dollar américain, il est suspect. On n'est pas aussi intéressé à l'avoir. Alors, depuis 3 ans, les grandes banques centrales mondiales, la Chine en particulier, mais beaucoup d'autres, bien, ils achètent 1/3 de toute la production aurifère à chaque année. Alors, ça en laisse beaucoup moins pour la consommation au public. C'est ce qui fait que ça pousse le prix de l'or encore plus élevé. Oui. Et l'impact, comment vous évaluez l'impact de Donald Trump? Ça fait à peine 1 mois et demi à peu près, là, bientôt 2 mois qu'il est au pouvoir. Quel est son impact, selon vous, fondamentalement sur l'économie, sur les marchés et ce que vous projetez? Écoutez, la période que nous vivons à l'heure actuelle est un peu comme celle de 1976-1980, lorsqu'on avait à ce moment-là ce qu'on appelait de la stagflation. Vous savez, vous aviez de l'inflation, oui, mais l'économie était stagnante. Okay? Alors, on appelait ça stagflation. Bien, c'est un peu comme ça aujourd'hui parce que j'ai plus que l'impression, si vous regardez tous les indices de l'économie américaine, ils sont tous à la baisse. Exact. Alors, il est fort probable que l'économie américaine va avoir une récession. Et maintenant, la question, c'est à savoir, est-ce que ça va être une récession brutale ou ça va être juste le genre, vous savez, un peu comme on a eu 2020, qui était juste comme ça, ou ça va être plutôt 2007-2008, qui a été vraiment brutal. Et avec tous les tarifs qu'ils imposent, ils changent d'idée. Le lendemain matin, c'est 25 %, donc c'est 60 %, non, c'est 10 %, non, on va arrêter, on va le commencer. Comment pouvez-vous, si vous êtes un chef d'entreprise, planifier votre entreprise? Si vous produisez des automobiles, certains des composants d'automobiles, ils traversent les frontières 7 fois. Mais est-ce qu'il va y avoir 7 fois des tarifs? Vous ne le savez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous asseyez sur vos mains. Mais ça, c'est pas bon pour l'économie. Malheureusement, c'est ce qui se produit aux États-Unis, puis ça va s'empirer. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez dit, si Trudeau reste en place, le dollar s'en va à 50 cents américains. Finalement, Justin Trudeau a démissionné. Entre-temps, Donald Trump est devenu le président des États-Unis. Le dollar est à 69, 70 cents américains. Et là, Mark Carney, le premier ministre du Canada, vient d'annoncer qu'il ne veut plus de la taxe carbone pour les consommateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lassonde? Bien, écoutez, il écoute à la population, OK? D'abord, M. Trudeau a implémenté la taxe carbone et puis tout d'un coup, il s'est aperçu que les provinces maritimes n'étaient pas pour voter pour lui. Il a dit, bon, on va faire une exception, on va l'enlever aux provinces maritimes. Alors, il a commencé à renier lui-même sa propre taxe. Alors, M. Carney s'est bien rendu compte que slash de taxe, c'était l'affaire à faire. Axe de taxe. Axe de taxe, exactement. Comme dit M. Poilievre. Exact. Alors, et puis, M. Trudeau, il s'est toujours foutu de l'économie. Il n'a jamais concentré sur l'économie. On avait beau lui dire que, comme premier ministre, la tâche numéro 1, c'est de faire de la croissance économique. Il ne comprenait pas. Vous avez plus confiance en M. Carney là-dessus? Oui, là-dessus, M. Carney, évidemment, c'est une valeur, je dirais, sûre, en ce sens qui a été donnée le gouverneur de la Banque du Canada, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, il était à Brookfield, il connaît le monde de l'investissement. Au moins, il sait, si vous voulez, de quoi on parle. Maintenant, est-ce qu'il va prendre les moyens pour redresser l'économie canadienne? Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a un gros, si vous voulez, déniveau entre notre capacité canadienne et ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il faut qu'il attaque la réglementation, il faut qu'il attaque beaucoup de choses. Et à savoir s'il a le courage de le faire, c'est à voir. Oui.
Il y a des élections entre-temps aussi Oui, qui mais viendront. au moins, c'est de bon augure. OK. Je dirais que c'est de bon augure. Je suis moins négatif sur le dollar canadien. Bon, très bien. Et sur l'or, vous êtes positif? Très. 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 Merci, M. Lassonde. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Gérald. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.